Une fourmi avance dans une caverne rouge, attirée par une odeur sucrée. Elle frôle un premier poil, puis un second. En moins d'un dixième de seconde, les murs se referment sur elle. Les longues dents s'imbriquent comme les barreaux d'une cage, et la lumière s'éteint. Ce qui vient de se produire est l'un des mouvements les plus rapides du monde végétal. Voici l'énigme qui traversera tout ce film. Cette plante n'a ni cerveau, ni nerfs, ni muscles. Et pourtant, elle sait compter jusqu'à 2, se souvenir d'un contact et décider de tuer ou de laisser filer. Bonjour, ici Augustin Delacroix, et vous regardez une nouvelle plongée dans le monde du vivant. Notre héroïne d'aujourd'hui, la Dionée, celle que l'on appelle l'attrape-mouche de Vénus. Comment un être fixé au sol, minuscule et fragile, est-il devenu l'un des plus redoutables chasseurs de la nature? Suivez-moi. Vous allez voir comment cette merveille a été façonnée. Une mouche verte se pose sur le bord d'une feuille étrange, à quelques centimètres du sol. La feuille ne ressemble à aucune autre. Elle est fendue en 2 moitiés charnues, bordée de longues pointes rigides, et sa surface intérieure brille d'un rouge profond, presque charnel. Une gouttelette de nectar perle au fond de cette cuvette colorée. L'insecte, à le lécher, s'avance vers la promesse du sucre. Il ne sait pas qu'il marche vers l'un des pièges les plus perfectionnés que la nature ait jamais mis au point. La mouche progresse, tâtonne, cherche la source du parfum. Sur la face interne de la feuille se dressent de minuscules filaments, à peine visibles, pareils à des cils. L'insecte en effleure un. Rien ne se passe. Il fait un pas de plus, insouciant, et en heurte un second. Alors, en une fraction de seconde, le monde se referme sur lui. Les 2 moitiés de la feuille basculent l'une vers l'autre, les longues pointes s'entrecroisent, et la mouche se retrouve prisonnière d'une cage vivante. Tout s'est joué en un dixième de seconde. C'est plus rapide que le battement d'une paupière humaine, plus rapide que le regard qui tente de suivre le mouvement. Arrêtons-nous un instant sur ce prodige, car il défie tout ce que nous croyons savoir des plantes. Nous imaginons le règne végétal comme un monde de la lenteur. Une fleur qui s'ouvre à l'aube le fait sur plusieurs heures. Une tige qui se tourne vers le soleil met une journée entière à pivoter. Une racine qui descend vers l'eau progresse de quelques millimètres par jour. La lenteur est la signature même du vivant enraciné. Et voilà qu'au cœur de cette immobilité générale surgit un geste d'une vitesse foudroyante, un claquement digne d'un prédateur animal. Comment un être dépourvu de muscles, incapable de faire un seul pas, peut-il se mouvoir aussi vite? Voilà la première grande énigme de notre héroïne, et elle touche directement au mystère qui parcourt tout ce film. Car ce claquement n'est pas un simple réflexe mécanique, il est le résultat d'un calcul, d'une vérification, d'une forme de décision prise par un organisme sans la moindre cellule nerveuse. Mais gardons cette question pour plus tard. Regardons d'abord comment le mouvement lui-même est possible. La feuille de la Dionée n'a pas de muscles, car aucune plante n'en possède. Un muscle, c'est un tissu qui se contracte en dépensant de l'énergie. La Dionée, elle, a inventé tout autre chose. Sa solution repose sur l'eau et sur la forme même de ses 2 lobes. Au repos, quand le piège est ouvert et à l'affût, les 2 moitiés de la feuille sont légèrement bombées vers l'extérieur, convexes, comme 2 coques tendues. Cette courbure les maintient dans un état de tension, un peu comme le couvercle bombé d'un bocal, ou comme une fine lame d'acier que l'on a forcée dans une position instable. La feuille est prête à basculer, retenue par un équilibre fragile. Lorsque le signal du déclenchement arrive, les cellules situées à la charnière et sur la face externe modifient brutalement leur teneur en eau. La pression interne se redistribue en un éclair, et à cet instant, la feuille ne peut plus tenir sa forme bombée. Elle bascule d'un seul coup dans sa position inverse, devenant concave, refermée. Les savants parlent d'un mécanisme à 2 états stables. Le piège possède 2 positions d'équilibre, ouvert ou fermé, et rien entre les deux. Il ne se referme pas progressivement comme une porte que l'on pousse. Il claque, il saute d'un état à l'autre, comme le couvercle qui se retourne d'un coup sec sous le pouce. Toute l'énergie a été accumulée d'avance dans la courbure de la feuille et elle se libère en un instant.
Ce principe fascine tant les ingénieurs qu'ils s'en inspirent aujourd'hui pour concevoir des dispositifs mécaniques capables de changer de forme en une fraction de seconde. La petite plante des marais est ainsi devenue un modèle pour la robotique et les matériaux dits intelligents. Ce qu'une feuille de tourbière a mis en place au fil de millions d'années, nos laboratoires cherchent encore à l'imiter. Mais revenons aux marais, car c'est là que tout commence. Notre héroïne ne pousse pas n'importe où. Le décor de cette scène de chasse est un monde bien particulier, un univers d'eau stagnante, de mousse gorgée d'humidité et de terre acide. La lumière y est vive, le sol y est spongieux, et l'air y sent la vase et la végétation en décomposition. C'est un paysage plat, ouvert, souvent balayé par le vent, où l'herbe rase laisse passer le soleil jusqu'au ras du sol. Dans ce milieu, notre plante ne dépasse guère la taille d'une main. Sa rosette de feuilles atteint tout au plus 10 à 15 cm, et chaque piège mesure rarement plus de 3 ou 4 cm. Un géant miniature, en somme, dont la réputation est 1000 fois plus grande que la taille réelle. Cette petitesse rend le prodige encore plus saisissant. Car dans ce marais, la Dionée n'est pas la reine incontestée. Elle est vulnérable, exposée, entourée d'autres plantes qui luttent comme elle pour la lumière et l'espace. Elle ne peut ni fuir, ni se cacher, ni se déplacer vers un endroit plus favorable. Tout ce qu'elle possède pour survivre, elle le porte en elle, gravé dans la structure de ses feuilles. Et parmi ses atouts, le claquement fulgurant n'est que la partie la plus spectaculaire, la vitrine d'un système bien plus subtil. Car il faut bien comprendre une chose, un piège qui claque vite, cela ne suffit pas. Si notre héroïne se refermait au moindre contact, elle passerait sa vie à claquer dans le vide. Une goutte de pluie, un grain de sable emporté par le vent, une brindille qui tombe, une feuille morte qui glisse à sa surface. Le marais est un monde agité, où 1000 choses viennent frôler les pièges à chaque instant. Et chaque fermeture coûte cher à la plante, très cher, en énergie et en usure. Un piège ne peut se refermer qu'un nombre limité de fois avant de s'épuiser. Se tromper de cible, se refermer sur du vent, c'est gaspiller un capital précieux, presque irremplaçable. Alors comment la Dionée fait-elle la différence? Comment distingue-t-elle la fourmi vivante de la goutte de pluie, la proie véritable du faux signal? La vitesse, à elle seule, ne répond pas à cette question. Elle la rend même plus troublante. Car pour ne se refermer qu'au bon moment, il faut vérifier, mesurer, attendre le bon instant. Il faut, d'une certaine manière, savoir ce que l'on est en train de saisir. Et c'est précisément là que le claquement, aussi spectaculaire soit-il, cède la place à quelque chose de bien plus déroutant. La rapidité n'était que la façade. Derrière ce geste fulgurant se cache un calcul silencieux, une opération que nul n'attendrait d'un être sans cerveau. Avant même de refermer sa cage, la Dionée a compté. Imaginez que vous puissiez rapetisser jusqu'à la taille d'une fourmi et vous glisser à l'intérieur de l'un de ces pièges encore ouverts. Autour de vous s'élèveraient 2 immenses parois inclinées, hautes comme des falaises rouges, luisantes d'une humidité sucrée. Le sol, sous vos pattes, serait tapissé d'une teinte cramoisie qui va s'assombrissant vers le centre. Une odeur douceâtre flotterait dans l'air, insistante, irrésistible, montant du fond de cette vallée close. Et sur cette immense étendue rouge se dresseraient, çà et là, quelques piliers translucides, minces comme des cheveux, plantés là sans raison apparente. Vous ne sauriez pas que ces piliers sont les gâchettes du piège? Vous marcheriez vers le parfum, émerveillé, condamné. Voilà ce que perçoit l'insecte qui s'aventure sur la Dionée. Ce que nous voyons comme un piège, lui le voit comme un jardin. Et c'est tout le génie de cette plante. Elle ne se contente pas d'attendre. Elle attire, elle séduit, elle met en scène une hospitalité mortelle. Regardons de plus près cet instrument, car chaque détail de sa construction a une fonction, et chaque fonction raconte une histoire de survie. Commençons par la nature même de ce piège. Ce que nous appelons la mâchoire de la Dionée n'est pas un organe à part, une bouche greffée sur la plante. C'est une feuille. Une simple feuille, transformée, remodelée, détournée de son usage ordinaire. Chez la plupart des végétaux, la feuille est un panneau plat tendu vers le soleil, une usine à lumière qui capte l'énergie et fabrique la nourriture. Chez notre héroïne,
L'extrémité de la feuille s'est repliée en deux lobes articulés autour d'une nervure centrale qui joue le rôle de charnière. Ce qui était un capteur de lumière est devenu une arme. La feuille classique existe toujours d'ailleurs. La partie plate qui relie le piège à la plante continue, elle, de faire son travail de feuille et de nourrir l'organisme grâce au soleil. Ainsi, une même structure mène deux vies, celle de l'ouvrière paisible et celle du chasseur. Sur le pourtour de chaque lobe s'alignent de longues pointes rigides, régulièrement espacées. Lorsque le piège se referme, ces pointes s'entrecroisent avec une précision remarquable, formant une grille, une herse végétale à travers laquelle un gros insecte ne peut plus passer. Ce sont les barreaux de la cellule. Ils ne servent pas à transpercer la proie, mais à l'enfermer, à l'empêcher de bondir hors du piège au moment critique. Vu de près, ces dents évoquent les cils de deux paupières qui se rejoindraient. Et cette ressemblance a longtemps nourri l'imaginaire autour de la plante. Vient ensuite la couleur. La face interne des lobes se pare souvent d'un rouge intense, parfois presque pourpre, qui contraste avec le vert du reste de la plante. Cette teinte n'est pas un ornement gratuit. Elle joue le rôle d'appât visuel, un signal qui attire l'œil des insectes vers l'intérieur de la cuvette. Et cette couleur dépend directement de la lumière reçue. Sous un soleil vif et généreux, les pièges rougissent, s'embrasent, deviennent d'un cramoisi profond. À l'ombre, au contraire, ils restent pâles, verdâtres, presque timides. Le rouge est donc la marque des pièges bien exposés, ceux qui reçoivent assez de lumière pour se permettre d'être voyants. C'est une enseigne lumineuse qui dit, à sa manière, que le restaurant est ouvert. À la couleur s'ajoute le parfum. Des glandes tapissant l'intérieur du piège sécrètent un nectar sucré, une gouttelette de récompense qui promet à l'insecte un festin sans danger. Le piège imite ainsi une fleur, une source de nourriture innocente. Il joue sur les réflexes mêmes des insectes butineurs, ces créatures programmées par des millions d'années d'évolution pour se diriger vers le sucre et la couleur vive. La Dionée retourne contre sa proie ses instincts les plus profonds. L'insecte croit trouver un repas, il devient le repas. Et puis, au centre de ce décor, il y a les fameux filaments dressés, ces cheveux rigides qui sont le cœur du dispositif. Sur chaque lobe, on en compte généralement 3, parfois davantage. Ce sont eux les véritables gâchettes. Chacun est articulé à sa base, si bien que le moindre fléchissement au-dessus d'un certain angle suffit à déclencher un signal à l'intérieur de la plante. Ces poils sont d'une sensibilité stupéfiante. Ils réagissent à des forces infimes, de l'ordre de ce qu'exerce une patte d'insecte en mouvement. Mais leur sensibilité n'est jamais aveugle, et c'est là toute leur subtilité. Nous y reviendrons, car cette retenue est au centre du mystère qui traverse ce film. Quant à la taille de l'ensemble, elle a de quoi surprendre au regard de la réputation de la plante. Chaque piège dépasse rarement 3 ou 4 centimètres. La rosette entière tiendrait dans la paume d'une main. Nous sommes loin des plantes carnivores géantes de l'imaginaire, ces monstres verts qui dévorent des hommes dans les récits fantastiques. La Dionée réelle est une miniature. Et pourtant, à son échelle, c'est une machine de chasse d'une redoutable efficacité, taillée pour une catégorie de proie bien précise. Car ce piège n'est pas conçu pour attraper n'importe quoi. Les naturalistes ont observé que la proie idéale mesure environ le tiers de la longueur du piège. Ni trop petite, ni trop grosse. Une victime de bonne taille remplit la cage, active suffisamment les gâchettes et justifie la dépense d'énergie que représente sa capture. Tout l'appareil est calibré, réglé, ajusté à un gabarit précis de gibier. C'est un instrument de spécialiste, pas un filet jeté au hasard. Reste alors une question qui semble absurde pour un prédateur. Cette cage si soigneusement construite, hérissée de barreaux entrecroisés, n'est pas parfaitement hermétique au premier instant. Lorsqu'elle se referme, les longues dents s'imbriquent en grille, mais entre les deux lobes subsistent des interstices, de petits espaces vides. Un piège digne de ce nom ne devrait-il pas se sceller aussitôt, sans laisser la moindre issue? Voilà qui ressemble à un défaut de conception. Comme si le chasseur, après avoir tant fait pour attirer et capturer sa proie, lui ménageait délibérément une porte de sortie. Et pourtant, il n'y a là aucune maladresse. Ces interstices sont voulus,
calculés, essentiels. Ils sont l'expression d'une prudence d'économe, car toute proie n'est pas bonne à garder. Un insecte trop menu, une fourmi minuscule, ne contient pas assez de matière nourrissante pour justifier les longs jours de digestion qui attendent la plante. Digérer coûte cher. Mobiliser tout un arsenal chimique pour un maigre butin serait une mauvaise affaire. Alors la Dionée laisse une chance aux plus petits. Par ces espaces entre les dents, le gibier trop menu peut se faufiler et s'échapper, emportant sa vie et épargnant à la plante une dépense inutile. Le piège trie sa clientèle. Il ne se scelle vraiment que si la proie est assez grosse, assez vigoureuse, assez agitée pour valoir le prix du festin. Ainsi, cette prison rouge n'est pas une simple boîte qui se ferme. C'est un dispositif à plusieurs vitesses, capable de retenir les uns et de relâcher les autres, de mesurer avant de décider. La cage sait à qui elle a affaire. Et cette faculté de juger de la taille, de la vigueur, de la valeur d'une proie soulève une nouvelle interrogation, plus troublante encore que la vitesse du claquement. Comment un piège de tourbière, sans yeux pour voir sa victime, ni cerveau pour l'évaluer, peut-il estimer ce qu'il vient de saisir et choisir de le garder ou de le laisser fuir? Cette porte laissée entr'ouverte n'est pas une faille. C'est le premier indice d'un calcul caché, tapi au fond du rouge, que rien dans l'apparence de la plante ne laissait deviner. Sous le soleil des marais, deux plantes poussent côte à quelques centimètres l'une de l'autre. La première est une herbe ordinaire, aux racines profondes, aux larges feuilles vertes tendues vers le ciel. La seconde est notre Dionée, avec ses pièges rouges tapis au ras du sol. Elles partagent la même eau, la même lumière, le même air chargé d'humidité. Et pourtant, elles ne vivent pas dans le même monde. Là où la première plante se nourrit paisiblement de ce que lui offre la terre, la seconde a dû devenir tueuse pour survivre. Deux voisines, deux destins que tout oppose. Pour comprendre ce qui les sépare, il faut plonger sous la surface, dans le sol lui-même. Ce sol des tourbières est un piège d'un autre genre. Vu de loin, il semble luxuriant, gorgé d'eau, tapissé de mousses vertes et grasses. On l'imaginerait riche, fertile, généreux. Il n'en est rien. C'est en réalité l'un des terrains les plus pauvres qu'une plante puisse rencontrer. Car la fertilité d'un sol ne se mesure pas à son humidité, mais à ce qu'il contient de nourrissant. Et sur ce point, la tourbière est un désert. Toute plante, pour construire ses tissus, a besoin de certains éléments essentiels. Deux d'entre eux sont particulièrement vitaux, l'azote et le phosphore. L'azote entre dans la composition des protéines et de la machinerie même de la vie. Le phosphore participe au stockage et à la circulation de l'énergie dans chaque cellule. Sans eux, aucune plante ne peut se développer, fleurir, se reproduire. Les végétaux ordinaires puisent ces éléments dans la terre, absorbés par leurs racines sous forme de sel dissous dans l'eau du sol. C'est le pacte fondamental de la vie végétale. La lumière vient du ciel, les minéraux viennent de la terre. Mais dans la tourbière acide, ce pacte est rompu. L'eau y stagne, l'acidité y est forte, et dans ces conditions, l'azote et le phosphore sont presque introuvables sous une forme assimilable. Le sol retient à peine ces éléments, ou les enferme dans des composés que les racines ne savent pas exploiter. Une plante ordinaire posée là se retrouve affamée au milieu de l'abondance apparente, comme un naufragé entouré d'eau de mer qu'il ne peut boire. Voilà le défi que devait résoudre l'ancêtre de notre héroïne. Rester et mourir de faim. Ou trouver une autre source de nourriture minérale, là où personne n'avait songé à la chercher. L'évolution a trouvé la réponse la plus audacieuse qui soit. Si les éléments nourrissants manquent dans le sol, ils abondent ailleurs, tout autour, sous une forme mobile, ailée, grouillante. Ils sont dans les corps des insectes. Une fourmi, une araignée, une mouche, ce sont de petits sacs riches en azote et en phosphore qui se promènent à portée de feuilles. Il suffisait de trouver le moyen de les saisir et d'en extraire la substance. C'est exactement ce que la Dionée a appris à faire. Elle n'a pas quitté le marais stérile, elle a cessé d'en dépendre. Puisque la terre ne la nourrissait pas, elle s'est mise à récolter sa nourriture dans l'air et sur le sol, à même le monde animal. Ici, il faut dissiper un malentendu tenace, car il touche au cœur de ce qu'est vraiment notre héroïne. On imagine volontiers la plante carnivore comme un fauve végétal,
qui dévore ses proies pour se rassasier, comme un lion se repaît d'une gazelle. C'est une image fausse. La Dionée ne mange pas ses insectes pour en tirer de l'énergie. Son énergie, elle continue de la puiser dans le soleil, exactement comme toutes les plantes vertes, par la photosynthèse. Ses feuilles captent la lumière et fabriquent des sucres. Sur ce point, elle reste une plante comme les autres. La chasse ne lui apporte pas le carburant, elle lui apporte des minéraux. Autrement dit, pour la Dionée, l'insecte n'est pas un repas au sens où nous l'entendons. C'est un engrais, une source de ces éléments rares que le sol lui refuse. La plante ne se nourrit pas de la fourmi pour vivre, elle en extrait l'azote et le phosphore pour construire de nouvelles feuilles, de nouvelles racines, de nouvelles fleurs. Ce que les autres plantes tirent du sol par leurs racines, la Dionée le tire des corps qu'elle capture. Elle a simplement déplacé sa source d'engrais, du sous-sol vers la surface, du monde minéral vers le monde vivant. Et cette nuance change tout à la compréhension de son comportement. Elle éclaire d'ailleurs un fait qui déroute souvent. Notre héroïne peut très bien vivre sans capturer le moindre insecte. Pourvu qu'elle reçoive assez de lumière, elle se contente de la photosynthèse comme n'importe quelle plante. La chasse est un complément, un supplément de vigueur, un moyen d'accélérer sa croissance et de se renforcer. Ce n'est pas une question de vie ou de mort immédiate. Un insecte capturé, c'est un peu d'engrais offert, une bouffée de croissance. Rien de plus, rien de moins. Ce qui rend le tableau plus vertigineux encore. Car si la chasse n'est pas indispensable à sa survie immédiate, pourquoi la plante prend-elle tant de risques et dépense-t-elle tant d'énergie pour l'exercer? Refermer un piège coûte cher. Digérer une proie mobilise des ressources pendant de longs jours. Un mécanisme aussi coûteux, aussi élaboré, ne se serait jamais maintenu au fil de l'évolution s'il n'apportait pas un avantage décisif. La réponse tient dans la rudesse du marais. Là où le sol ne donne rien, le moindre supplément d'azote fait la différence entre une plante chétive et une plante vigoureuse, entre celle qui fleurira et laissera une descendance et celle qui s'éteindra sans postérité. Dans ce désert minéral, la chasse n'est pas un luxe superflu. C'est l'atout qui permet de prospérer là où les autres survivent à peine. Voilà donc l'origine de tout. Ce n'est pas la cruauté qui a fait de la Dionée un prédateur, ni le hasard d'une fantaisie de la nature. C'est la faim. Une faim très particulière, non pas une faim d'énergie, mais une faim de minéraux, née de la pauvreté du sol. La tourbière stérile a sculpté ce chasseur miniature. Elle l'a forcé à retourner l'ordre habituel des choses, à faire du monde animal son garde-manger d'engrais. Le piège rouge, les dents entrecroisées, le nectar trompeur, tout cet arsenal n'est que la réponse d'une plante affamée à un sol qui l'a laissé mourir de faim. Mais cette réponse soulève une énigme de plus, et elle est de taille. Chasser n'est pas un talent que l'on improvise. Il fallait des armes, des capteurs, des sécrétions capables de dissoudre la chair d'un insecte. Or, une plante ne fabrique pas de tels outils à partir de rien. Ces armes de chasse existaient déjà, avant la Dionée, mais elles servaient à toute autre chose. À l'origine, elles n'étaient pas conçues pour attaquer. Elles servaient à se défendre. Pour devenir chasseresse, notre héroïne a dû accomplir une transformation plus étrange encore que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Retourner contre le monde animal les armes mêmes que les plantes avaient forgées pour s'en protéger. Quittons un instant les tourbières de notre héroïne pour un tout autre décor. Sous la surface d'un étang, dans une eau sombre et tranquille, dérive une plante sans racines. Elle flotte entre deux eaux, portée par le courant, dépourvue d'ancrage. Le long de ses tiges immergées s'alignent de minuscules pièges, à peine plus grands qu'une tête d'épingle. Un petit crustacé transparent nage par là, insouciant, et frôle l'un de ces pièges. Aussitôt, la petite outre se referme sur lui, l'aspirant dans sa cavité en une fraction de seconde. La scène vous semble familière? Elle devrait. Car cette chasseuse aquatique qui capture ses proies sous l'eau par un claquement fulgurant est la plus proche parente de la Dionée. Elle est, en quelque sorte, sa cousine noyée. Ce spectacle sous-marin nous met sur une piste essentielle. Notre attrape-mouche n'est pas apparu seul, surgi de nulle part. Il appartient à une lignée, à une famille, et son histoire est celle d'une invention partagée. Pour la comprendre,
Il faut remonter très loin dans le temps, jusqu'à un ancêtre commun disparu depuis des millions d'années. Et cette remontée réserve l'une des surprises les plus fortes de tout ce récit. Commençons par une singularité de notre héroïne. La Dionée est seule de son espèce, au sens le plus strict. Elle est l'unique représentante vivante de son genre. Aucune autre plante au monde ne lui ressemble assez pour être classée à ses côtés comme une proche sœur. Elle n'a pas de doublure, pas de variante, pas d'espèce jumelle qui pousserait ailleurs sous une forme voisine. Dans le grand arbre du vivant, elle occupe un rameau qui ne porte qu'une seule feuille, elle-même. Cette solitude taxinomique est déjà remarquable. Mais elle ne signifie pas que la Dionée soit sans parenté. Ses cousines existent et elles sont fascinantes. La plus étrange est cette plante aquatique flottante que nous venons de voir, qui chasse sous l'eau avec des pièges à claquer semblables aux siens, en modèle réduit. L'autre grande parente est plus connue. C'est le groupe des rossolis, ces plantes carnivores qui ne referment pas de mâchoire mais tapissent leurs feuilles de tentacules gluants. Un insecte se pose, se colle, s'englue, et la feuille se recourbe lentement sur lui pour le digérer. 3 stratégies différentes, donc. La mâchoire terrestre de la Dionée, la mâchoire aquatique de sa cousine flottante et le ruban de glu des rossolis. 3 façons de capturer une proie. Et pourtant, toutes 3 descendent d'un même ancêtre. C'est là que se cache le fait le plus troublant. Les études du patrimoine héréditaire de ces plantes ont révélé que la capacité à chasser des animaux n'est pas apparue plusieurs fois, indépendamment, dans chacune de ces lignées. Elle est née une seule fois chez leur ancêtre commun. Une seule invention, un seul basculement d'une plante ordinaire vers une plante carnivore, quelque part dans un passé lointain. Ensuite, à partir de ce tronc unique, l'évolution a décliné le principe en variations. La glu chez les uns, la mâchoire chez les autres, sur terre pour la Dionée, sous l'eau pour sa cousine. Le piège à claquer de notre héroïne et le piège immergé de la plante flottante partagent ainsi une origine commune. La Dionée est littéralement la version terrestre d'une invention qui a aussi produit un modèle aquatique. Cette idée mérite qu'on s'y arrête. L'évolution ne repart presque jamais de zéro. Elle bricole, elle remanie, elle réutilise ce qui existe déjà. Une innovation majeure, comme le fait de chasser les animaux, est si rare, si difficile à mettre en place, qu'une fois trouvée, elle se transmet et se diversifie plutôt que de se réinventer sans cesse. La carnivorie de cette famille est un exemple magnifique de ce principe. Un seul saut initial, puis 1000 adaptations. Reste à comprendre comment ce saut a pu se produire. Comment une plante, à l'origine paisible et végétarienne, se dote-t-elle des outils pour attaquer, tuer et digérer un animal? Ici, la réponse a de quoi renverser nos idées reçues. Car les armes de la chasse n'ont pas été inventées de toutes pièces. Elles ont été empruntées, détournées, réaffectées, à partir d'un arsenal que toutes les plantes possédaient déjà pour une raison très différente. Toute plante, même la plus inoffensive, est en guerre permanente contre les animaux qui veulent la dévorer. Chenilles, pucerons, criquets, le monde végétal est constamment grignoté. Pour se défendre, les plantes ont développé au fil des âges tout un attirail de réactions. Lorsqu'une feuille est mordue, blessée, elle déclenche une riposte chimique. Elle produit des substances qui repoussent l'agresseur, qui rendent ses tissus indigestes, parfois même des composés capables d'attaquer l'insecte lui-même. Elle possède aussi des systèmes d'alerte interne, des signaux qui, depuis le point de la blessure, préviennent le reste de la plante qu'une attaque est en cours. Tout cela constitue le système de défense ordinaire du règne végétal, un bouclier chimique universel. Or, en examinant le patrimoine héréditaire de la Dionée, les chercheurs ont fait une découverte saisissante. Une grande partie des outils qu'elle utilise pour chasser n'est autre que ce vieil arsenal défensif, réaménagé. Les signaux qui parcourent le piège quand un insecte s'y débat ressemblent à ceux qui, chez les autres plantes, signalent une morsure. Les substances qui dissolvent la proie sont apparentées à celles que les plantes fabriquaient pour se protéger des attaquants. Ce qui servait autrefois à repousser l'insecte agresseur sert désormais à digérer l'insecte capturé. Le bouclier est devenu épais. La défense s'est muée en attaque. Les scientifiques ont même remarqué que bien des gènes actifs dans le piège avaient d'abord été des gènes de racines.
Chez une plante ordinaire, c'est la racine qui absorbe les minéraux du sol et qui gère l'assimilation des nutriments. Chez la dionée, une partie de cette machinerie a migré, en quelque sorte, du sous-sol vers le piège. Le piège fait désormais, en surface et sur une proie animale, le travail que la racine faisait sous terre sur les sels minéraux. Tout se tient. Une plante affamée de minéraux a transformé ses feuilles en racines chasseuses, en reprenant à la fois les outils de défense et les outils d'absorption qu'elle possédait déjà. Un détail achève de rendre cette histoire vertigineuse. On pourrait croire qu'une plante aussi sophistiquée dispose d'un patrimoine héréditaire particulièrement riche. C'est l'inverse. La dionée et ses cousines carnivores comptent parmi les plantes terrestres les plus pauvres en gènes jamais étudiées. En se spécialisant à l'extrême dans la chasse, en abandonnant les voies ordinaires de nutrition par le sol, ces plantes ont pour ainsi dire allégé leur bagage, laissant de côté ce dont elles n'avaient plus besoin. Le prédateur miniature est aussi un modèle de sobriété héréditaire. Il a tout misé sur une seule grande invention, quitte à se dépouiller du reste. Voilà donc résolu l'énigme de l'origine. La chasse est née une fois d'un détournement génial d'outils préexistants, chez un ancêtre commun à toute une famille. Mais cette généalogie, aussi éclairante soit-elle, laisse intacte la question qui hante ce film depuis la première seconde. Savoir d'où viennent les mâchoires et les sucs digestifs de la dionée ne dit rien de ce qui reste le plus déroutant chez elle. Rien, dans cet héritage d'armes défensives recyclées, n'explique comment une feuille de marais en est venue à compter les contacts, à mesurer le temps qui les sépare, et à décider, sans le moindre cerveau, du moment exact où refermer sa cage. L'arsenal, nous le comprenons maintenant. Mais l'intelligence du piège, elle, demeure entière. Une goutte de pluie tombe du ciel et s'écrase au fond d'un piège ouvert. Elle heurte de plein fouet l'un des filaments sensibles, le plie violemment, bien plus fort qu'une patte d'insecte ne le ferait jamais. Voilà un contact franc, indiscutable. Et pourtant, rien ne se passe. Le piège reste ouvert, impassible, comme s'il n'avait rien senti. Quelques instants plus tard, une seconde goutte frappe le même filament. Toujours rien. La dionée laisse la pluie la marteler sans broncher. Puis vient une fourmi. Elle effleure un poil, à peine, avec une force 100 fois moindre que la goutte d'eau. Puis un autre, 2 secondes plus tard. Et là, en un dixième de seconde, la cage se referme. La goutte violente n'a rien déclenché. Le frôlement léger de la fourmi a signé un arrêt de mort. Comment la plante fait-elle la différence? Ce paradoxe nous conduit au cœur même de notre héroïne, à ce qui a fait sa légende auprès des savants. Car derrière ce tri apparemment absurde, se cache l'un des comportements les plus stupéfiants du monde vivant. La dionée ne se referme pas au premier contact, elle attend le second. Et pas n'importe lequel. Le second doit survenir peu après le premier. Cette règle, en apparence simple, est en réalité un prodige. Elle signifie que la plante compte. Décrivons précisément ce qui se joue. Lorsqu'un filament est fléchi une première fois, la plante enregistre l'événement, mais ne réagit pas. Elle reste ouverte. Si un second fléchissement survient dans un intervalle d'environ 20 à 30 secondes, alors, et seulement alors, le piège claque. 2 contacts rapprochés dans le temps. Telle est la clé qui déclenche le mécanisme. Un seul contact ne suffit pas. 2 contacts trop espacés ne suffisent pas non plus. Il faut la bonne séquence, dans le bon tempo. Et si le second contact tarde trop? Alors le compte est effacé. La plante oublie le premier fléchissement comme s'il n'avait jamais eu lieu. Le compteur revient à 0. Pour déclencher le piège, il faudra de nouveau 2 contacts rapprochés. Cela veut dire que la dionée ne se contente pas de compter jusqu'à 2, elle mesure aussi le temps qui sépare les 2 signaux. Elle garde en mémoire le premier contact pendant une brève fenêtre, une trentaine de secondes tout au plus, puis elle l'efface s'il n'est pas confirmé. Une mémoire à court terme, un minuteur interne chez une plante de tourbière. À quoi sert une règle si étrange? La réponse tient dans un seul mot, l'économie. Nous l'avons vu, chaque fermeture coûte cher à la plante, et chaque piège ne peut claquer qu'un nombre limité de fois. Se refermer pour rien serait un gaspillage désastreux. Or, le marais est un monde agité. Le vent y projette des poussières, la pluie y crible les feuilles, des brindilles y tombent,
des débris y glissent. Tout cela frôle les pièges à longueur de journée. Si la Dionée réagissait au moindre choc, elle passerait sa vie à se refermer sur du vide et s'épuiserait en quelques jours. La règle des 2 contacts est un filtre d'une élégance redoutable. Réfléchissons à ce qui distingue une fausse alerte d'une vraie proie. Une goutte de pluie frappe une fois, brutalement, puis s'en va. Elle touche un point, une fois, et c'est tout. Une poussière emportée par le vent fait de même, un contact isolé, sans lendemain. En revanche, un insecte vivant qui explore le piège ne se contente jamais d'un seul frôlement. Il marche, il tâtonne, il avance vers le nectar, et ce faisant, il heurte plusieurs poils, ou le même poil plusieurs fois, à quelques secondes d'intervalle. Le déplacement d'un être vivant produit naturellement une succession de contacts rapprochés. La pluie et le vent, non. En exigeant 2 signaux dans une brève fenêtre de temps, la plante élimine presque à coup sûr les fausses alertes et ne retient que les vrais mouvements de proie. C'est un test de vie, un examen que seul un animal en déplacement peut réussir. Voilà qui résout notre paradoxe du début. La goutte de pluie, si violente soit-elle, ne frappe qu'une fois. Elle échoue au test. La fourmi, si légère soit-elle, en frôlant 2 poils coup sur coup, le réussit. Ce n'est pas la force du contact qui compte, mais son motif dans le temps. La Dionée ne mesure pas l'intensité, elle lit une séquence. Et cette lecture ne s'arrête pas au déclenchement. Car le comptage se poursuit bien au-delà des 2 premiers signaux. Chaque nouveau contact de la proie prisonnière est encore enregistré, encore additionné. La plante continue de tenir ses comptes après avoir refermé sa cage, et ce total gouvernera la suite des opérations. Nous touchons là au prolongement le plus vertigineux de cette arithmétique, celui qui décide du sort réel de la victime. Mais arrêtons-nous, car nous voici face au mystère qui traverse ce film depuis la toute première seconde, et il se présente ici dans toute sa nudité. Compter suppose de retenir. Pour additionner un second contact au premier, il faut avoir gardé une trace du premier. Il faut une mémoire. Or, cette plante n'a pas de cerveau. Elle n'a pas un seul neurone, pas la moindre cellule nerveuse, pas d'organe où l'on pourrait imaginer qu'un souvenir se loge. Elle n'a pas non plus d'yeux, pas d'oreilles, aucun des sens que nous connaissons. Et pourtant, quelque part en elle, pendant une trentaine de secondes, une information persiste. Le premier contact a eu lieu. Où cette information est-elle inscrite? Dans quoi ce souvenir fugace est-il gravé, chez un être qui n'a rien de ce que nous associons à la mémoire? C'est là toute l'énigme, et pendant longtemps elle a semblé insondable. Comment une feuille se souvient-elle? Les premières observations remontent loin. Dès le XIXe siècle, des naturalistes avaient remarqué que la plante ne se refermait qu'après plusieurs stimulations. Et l'un des plus grands d'entre eux, penché sur ses pièges, avait déclaré la Dionée l'une des plantes les plus admirables du monde. Mais constater le comportement ne l'expliquait pas. Il aura fallu attendre des recherches bien plus récentes, menées à l'aide d'instruments capables de sonder l'invisible, pour commencer à percer le secret. Et ce que ces travaux ont révélé bouleverse notre idée même de ce qu'est une mémoire. Car la réponse ne se trouve ni dans un organe, ni dans une structure visible. Elle se cache à l'échelle des cellules, dans un langage silencieux fait de courants et de substances, un langage que la plante partage, de façon troublante, avec le monde animal, et jusqu'avec notre propre système nerveux. Le souvenir du premier contact, cette trace qui s'efface au bout d'une trentaine de secondes, n'est pas rangé dans une case. Il circule, il se propage, il s'inscrit dans la matière vivante d'une manière que personne n'aurait imaginée chez une plante. Nous tenons maintenant le comportement dans toute sa précision. 2 contacts, une fenêtre de temps, un compte qui se poursuit, une mémoire qui s'efface. Le quoi est établi. Reste le comment, le vrai, celui qui touche à l'essence de notre héroïne. Et avant de le dévoiler, il faut d'abord suivre ce compte jusqu'à son terme, car ce n'est pas seulement le déclenchement du piège qui dépend du nombre de contacts, c'est la vie ou la mort de la proie, et la dose exacte du poison qui va la dissoudre. La cage vient de se refermer sur la fourmi. Mais quelque chose d'étrange se produit. La prison n'est pas parfaitement close. Entre les longues dents entrecroisées subsistent des fentes, des espaces par lesquels filtre encore la lumière.
La fourmi, affolée, se rue vers l'une de ces ouvertures. Si elle était plus petite, elle pourrait s'y glisser et fuir. Mais elle est de belle taille, trop large pour se faufiler. Alors elle se débat, se cogne au barreau, court d'une paroi à l'autre, cherchant désespérément une issue. Et chacun de ces mouvements affolés, sans qu'elle le sache, scelle un peu plus son destin. Car la plante, elle, est en train de compter ses pas. Plus la prisonnière s'agite, plus elle prononce elle-même sa propre condamnation. Voilà l'une des cruautés les plus raffinées de notre héroïne, et elle prolonge directement l'arithmétique que nous venons de découvrir. Le comptage ne s'arrête pas aux 2 contacts qui déclenchent la fermeture. Il continue, méthodiquement, à l'intérieur de la cage close. Chaque fois que la proie captive heurte un filament, un nouveau signal s'ajoute au total. Et ce total gouverne tout ce qui va suivre. La Dionée ne se contente pas de savoir qu'elle a attrapé quelque chose. Elle mesure, à travers le nombre de contacts, ce qu'elle a attrapé, et elle ajuste sa réponse en conséquence. Le nombre de pas de la victime devient la dose de sa propre digestion. Reprenons depuis l'instant du claquement, car la fermeture elle-même se déroule en 2 temps bien distincts, et cette distinction est essentielle. Dans un premier temps, le piège se referme vite, mais sans se sceller. Les dents s'imbriquent en grille, formant la cage, mais les lobes ne se plaquent pas encore l'un contre l'autre. Il reste ces fameuses fentes. Cette première phase est une fermeture d'attente, une capture provisoire. La plante a saisi quelque chose, mais elle ne s'engage pas encore dans le processus coûteux de la digestion. Elle observe en quelque sorte. Elle attend confirmation. Cette confirmation, c'est le mouvement de la proie. Une victime vivante et vigoureuse, prise au piège, se débat. Ce faisant, elle heurte les filaments encore et encore. Chacun de ces contacts prolonge le compte. Et lorsque le nombre de stimulations dépasse un certain seuil, aux alentours de 5 contacts, la plante bascule dans la seconde phase. Elle scelle alors hermétiquement le piège. Les lobes se pressent l'un contre l'autre, les bords se soudent, les fentes se ferment, et la cage devient une chambre close. C'est seulement à ce moment que la véritable digestion s'enclenche. Le nombre 5, atteint par les mouvements de la proie, agit comme un seuil, un point de bascule au-delà duquel la plante s'engage pleinement dans le festin. Et le comptage ne s'arrête toujours pas là. Au-delà de ce seuil, plus la proie continue de s'agiter, plus les contacts s'accumulent, et plus la plante sécrète de suc digestif. La quantité de liquide dissolvant produit dépend directement de l'intensité des mouvements de la victime. Une proie qui se débat beaucoup déclenche une abondante sécrétion. Une proie qui bouge peu en déclenche moins. Autrement dit, la Dionée dose son poison en fonction de l'ardeur de sa prisonnière. Plus l'insecte lutte pour vivre, plus il est vigoureux, plus il est gros, plus il vaut la peine d'être digéré à fond, et plus la plante y consacre de ressources. La lutte de la proie devient la mesure de son propre anéantissement. Chaque effort pour s'échapper dit à la plante « Je suis vivant, je suis gros, je vaux le festin ». Cette gradation résout d'ailleurs une énigme que nous avions laissée ouverte, le rôle des fentes ménagées lors de la première fermeture. Nous avions vu que ces ouvertures laissent une chance de fuite aux plus petites proies. Comprenons maintenant pourquoi cette clémence apparente est un calcul d'une froide logique. Un insecte minuscule, une fois capturé, ne heurte les filaments que faiblement, rarement, sans force. Il n'atteint jamais le seuil qui déclencherait le scellement définitif. La plante, ne recevant pas assez de signaux, n'enclenche pas la seconde phase. Le piège finit par se rouvrir, et la petite proie, pendant ce délai, a pu se faufiler par les fentes. La Dionée relâche ainsi ce qui ne valait pas la dépense. Elle ne garde et ne digère que les proies assez grosses et assez vigoureuses pour franchir tous les seuils de son comptage. Le tri se fait tout seul, par la simple mécanique des contacts. On mesure ici à quel point l'apparente simplicité du piège dissimule un système d'une finesse remarquable. Il ne s'agit pas d'un ressort qui claque bêtement sur tout ce qui passe. C'est un dispositif à plusieurs étages, chacun commandé par un compte, chacun filtrant un peu plus la proie. Un premier seuil, 2 contacts, pour se refermer. Un deuxième seuil, 5 contacts environ, pour se sceller et commencer à digérer. Puis une modulation continue, contact après contact, pour ajuster la quantité de suc.
À chaque étape, la plante affine sa décision, sépare le bon grain de l'ivraie, engage ses ressources avec parcimonie. Toute l'économie de la chasse repose sur cette gradation. Rien n'est gaspillé, rien n'est dépensé au hasard. Cette maîtrise pose de nouveau, avec insistance, la question qui hante ce film. Compter jusqu'à 2 était déjà stupéfiant. Mais voici que la plante compte bien au-delà, distingue plusieurs seuils, module une sécrétion en fonction d'un total de contacts, et tout cela sans le moindre organe de décision. Il faut un mécanisme capable non seulement de retenir un signal, mais d'en additionner beaucoup, d'en franchir des paliers successifs, de traduire un nombre en une réponse chimique graduée. Ce que nous découvrons n'est plus un simple minuteur, c'est une véritable machine à calculer vivante, tapie dans une feuille de marais. Et nous ne savons toujours pas dans quelle matière cette machine inscrit ses comptes. Mais avant de percer ce dernier secret, il faut voir ce qui se passe une fois la sentence prononcée et la chambre définitivement scellée. Car ce raffinement extrême a un revers, une faille redoutable. Tout ce système est calibré pour une proie d'une certaine taille. Que se produit-il lorsque la victime est trop grosse? Lorsque l'insecte est si large que les lobes ne peuvent se sceller parfaitement, qu'un morceau dépasse, qu'une fente reste béante malgré tous les efforts de la plante. Alors la mécanique si bien réglée se retourne contre son auteur. La chambre close, censée digérer la proie, peut devenir le tombeau du chasseur lui-même. Ce qui devait être un festin se change en poison, et le piège trop ambitieux entame sa propre agonie. 12 jours ont passé depuis que la cage s'est refermée. Rien de l'extérieur ne trahit ce qui se joue à l'intérieur. Le piège est resté clos, hermétique, silencieux, comme assoupi. Puis, lentement, les deux lobes commencent à s'écarter. La feuille se rouvre, retrouve sa posture d'affût. Et sur le sol rouge de la cuvette gît un petit tas immobile, une carapace vide, des ailes desséchées, des pattes recroquevillées. C'est tout ce qui reste de la fourmi. Une coquille creuse, un fantôme d'insecte que le premier souffle de vent balayera. Pendant 12 jours, à l'abri des regards, la plante a lentement dissous sa proie de l'intérieur. Elle vient de digérer un animal dans une chambre close, sans estomac, sans intestin, avec une simple feuille repliée. Voilà peut-être le prodige le plus déroutant de notre héroïne. Digérer, chez les animaux, suppose tout un appareil intérieur, un tube, des organes spécialisés, un ventre. La Dionée, elle, n'a rien de tout cela. Elle fait quelque chose de plus étrange encore. Elle retourne le processus vers l'extérieur. Son piège scellé devient un estomac, mais un estomac construit à la surface d'une feuille, autour de la proie, et non à l'intérieur d'un corps. C'est un ventre improvisé, monté pour l'occasion, puis démonté une fois le repas fini. Regardons comment fonctionne cet organe éphémère. Une fois la chambre hermétiquement close, les parois internes du piège se transforment. Des glandes, tapissant la surface rouge, se mettent à sécréter un liquide. Ce n'est plus le nectar sucré qui servait d'appât. C'est un suc digestif, un bain de substances capables de décomposer la chair. Parmi ces substances figurent des agents qui s'attaquent aux protéines de la proie, les brisant en fragments assimilables. D'autres visent une cible plus coriace encore. Le corps des insectes est protégé par une cuirasse, une carapace faite d'une matière particulièrement résistante, celle-là même qui donne aux carapaces leur dureté. Or, la Dionée produit des substances capables d'entamer cette armure. Elle ne se contente pas de dissoudre les parties molles, elle attaque jusqu'au blindage de sa victime. Peu à peu, la proie se défait, ses tissus se liquéfient et le tout se change en un bouillon nourrissant. Ce bouillon, la plante l'absorbe. Les mêmes surfaces qui ont sécrété les sucs pompent maintenant le liquide riche en éléments dissous. C'est ici que la Dionée récolte enfin le trésor pour lequel toute cette machinerie a été mise en branle. L'azote et le phosphore extraits du corps de l'insecte, ces minéraux rares que le marais lui refusait. Le festin n'est pas une question de faim au sens animal. C'est une récolte d'engrais, puisée à même la chair. Ce que la racine d'une plante ordinaire soutire au sol, le piège de la Dionée le soutire à sa proie. Ce processus est lent. Il ne s'agit pas d'un repas englouti en quelques minutes, mais d'une lente dissolution qui s'étire sur plusieurs jours, souvent entre 5 et 12, selon la taille de la proie,
la température ambiante et l'âge du piège lui-même. Pendant toute cette période, la cage demeure close, patiente, occupée à son œuvre silencieuse. Puis, la digestion achevée et le bouillon absorbé, le piège se rouvre. Il ne reste alors, au fond, que les parties indigestibles. La carapace vide, les ailes, les fragments d'armure que même les sucs de la plante n'ont pu réduire. Le vent les emporte, la pluie les lave, et la feuille est de nouveau prête à guetter. Prête, mais pas éternellement. Car voici une limite que l'on n'attendrait pas d'une arme si perfectionnée. Chaque piège a un nombre de chasses compté. En moyenne, un même piège ne peut capturer et digérer une proie que 3 fois environ au cours de son existence. Après quoi, il cesse de réagir au contact. Il ne claque plus. Il ne se referme plus. Il ne devient pas pour autant inutile. Il se met à vivre comme une feuille ordinaire, occupé simplement à capter la lumière et à nourrir la plante par la photosynthèse. Le chasseur prend sa retraite et se fait paisible ouvrier du soleil. Quant aux simples fermetures à vide, sans digestion, un piège n'en supporte guère qu'une poignée de plus avant de s'épuiser à son tour. Chaque claquement, on le mesure ici, est un capital dilapidé, une fraction d'une vie brève et strictement comptée. Ce détail éclaire pourquoi tout le comportement de la plante est gouverné par l'économie. Un piège qui ne chasse que 3 fois ne peut se permettre aucune erreur. Chaque fermeture doit compter, chaque claquement doit se solder par un vrai repas. Voilà pourquoi la Dionée a développé cet arsenal de vérification, de comptage, de seuil, parce que ses armes sont périssables et qu'elle ne peut gaspiller aucune de leurs rares occasions. La parcimonie n'est pas une vertu abstraite chez elle, c'est une nécessité inscrite dans la brièveté même de ses pièges. Mais alors surgit une contradiction qui semble insoluble. Si chaque piège est si vite épuisé, condamné après 3 repas, comment la plante elle-même pourrait-elle durer? Un être fait d'organes aussi éphémères ne devrait-il pas s'éteindre en une seule saison, à mesure que ses pièges rendent l'âme les uns après les autres? Or, il n'en est rien. Et c'est là l'un des paradoxes les plus surprenants de notre héroïne. Car la Dionée n'est pas éphémère, loin de là. Sous la surface, cachée dans le sol acide, se trouve une tige souterraine, un rhizome, qui est le véritable cœur pérenne de la plante. Les pièges, eux, ne sont que des feuilles, et les feuilles se succèdent. Un piège vieillit, noircit, meurt, et une nouvelle feuille pousse pour le remplacer, portant à son extrémité un piège tout neuf. Ce cycle se répète sans fin. Ainsi, tandis que chaque piège ne vit que quelques mois et ne chasse que 3 fois, l'organisme entier traverse les années. Une Dionée bien établie peut vivre plus de 20 ans, et selon certaines observations, atteindre 30 ans, voire davantage. Le noircissement d'un piège, que tant de novices prennent pour un signe de mort, n'est que le renouvellement naturel d'une plante qui, elle, perdure. La mort constante de ses armes est la condition même de sa longévité. Voilà donc résolue l'énigme de la durée. La plante survit à ses pièges parce qu'elle n'est pas ses pièges. Elle est ce rhizome patient qui les fabrique, saison après saison. Mais cette longévité même cache un dernier paradoxe, plus troublant que les autres. Pour traverser les années, notre chasseuse des marais a besoin de quelque chose que l'on n'associe jamais à la vie et à la vigueur. Elle a besoin de mourir un peu, chaque année. Elle a besoin du froid, de l'engourdissement, d'une saison où elle semble s'éteindre pour de bon. Sans cette fausse mort qui revient chaque hiver, la Dionée, si robuste face à ses proies, dépérit et s'éteint pour de vrai. L'hiver est venu sur le marais, et la Dionée se meurt. Ses pièges rougis ont bruni, se sont affaissés, se sont couchés sur le sol détrempé. La rosette, autrefois vive, n'est plus qu'un amas de feuilles noircies et molles, à demi enfouies sous la mousse gelée. Un promeneur qui la découvrirait ainsi la croirait perdue, bonne à arracher. Chaque année, d'innombrables débutants qui cultivent cette plante commettent d'ailleurs cette erreur. Voyant leur Dionée dépérir au premier froid, ils la jettent, persuadés de l'avoir tuée. Ils se trompent. Ce qu'ils prennent pour une agonie est exactement le contraire. C'est le geste qui permet à la plante de vivre encore de longues années. Car notre héroïne n'est pas une plante des tropiques, malgré son allure exotique et sa réputation.
Elle vient d'une région au climat tempéré, où les saisons se succèdent, où l'hiver est frais. Et elle s'est adaptée à ce rythme au point d'en avoir absolument besoin. Chaque année, elle doit traverser une période de repos, plusieurs mois durant lesquels la température baisse, avoisinant quelques degrés au-dessus de zéro. Pendant cette dormance, la plante cesse presque de croître. Ses pièges se flétrissent, son activité se réduit au minimum, elle semble éteinte. Mais sous la surface, le rhizome veille, vivant, économe, en attente du printemps. Cette fausse mort hivernale n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité vitale. Une Dionée que l'on maintiendrait au chaud toute l'année, sans jamais lui accorder ce repos glacé, s'épuiserait peu à peu. Privée de sa dormance, elle continuerait de croître sans relâche, sans jamais reconstituer ses forces, et finirait par s'affaiblir, puis par mourir en 1 an ou 2. Le froid qui semble la tuer est en réalité ce qui la régénère. Elle a besoin de cet hiver comme d'autres ont besoin de sommeil. Voilà le premier grand paradoxe de sa survie. Pour durer, elle doit chaque année faire semblant de mourir. Un deuxième trait, tout aussi surprenant, tient à son rapport à l'eau. On imaginerait cette plante des marais peu exigeante, capable de boire n'importe quelle eau. C'est tout le contraire. La Dionée est d'une délicatesse extrême quant à ce qu'elle absorbe. L'eau ordinaire, celle du robinet, lui est un poison lent. Elle contient des sels minéraux et des traitements qui, pour nous, sont anodins, mais qui s'accumulent dans le sol et empoisonnent peu à peu la plante. Pour survivre, la Dionée a besoin d'une eau pure, dépourvue de ces sels. L'eau de pluie, l'eau de la fonte des neiges ou une eau distillée. Cette exigence déroutante trouve son explication dans son histoire même. La plante a évolué dans des tourbières extraordinairement pauvres en minéraux, un milieu presque lavé de tout sel. Son organisme s'est réglé sur cette pureté. Le moindre excès de minéraux, que d'autres plantes toléreraient sans peine, dérègle son fonctionnement. C'est le comble de l'ironie. Une chasseuse capable de dissoudre la carapace d'un insecte se laisse empoisonner par un verre d'eau du robinet. Sa férocité envers ses proies s'accompagne d'une fragilité extrême devant les sels de la terre. Il y a enfin un paradoxe plus subtil encore, qui touche au moment le plus vulnérable de toute vie, la reproduction. La Dionée est une plante à fleurs. Pour se reproduire par graines, elle a besoin d'être pollinisée, et donc de la visite d'insectes qui transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Mais voici l'absurdité apparente. Cette plante attire, capture et digère les insectes. Comment peut-elle à la fois manger les insectes et compter sur eux pour la féconder? Comment éviter de dévorer les messagers dont dépend sa descendance? Une chasseuse qui tuerait ses propres alliés se condamnerait elle-même. La nature a résolu ce dilemme avec une élégance saisissante. La solution tient d'abord à la hauteur. Lorsque la Dionée fleurit, elle ne porte pas ses fleurs au ras du sol, près des pièges. Elle les dresse au sommet de longues tiges, des hampes florales qui s'élèvent bien au-dessus de la rosette, souvent à 15, 20, voire 25 cm de hauteur. Les fleurs blanches, petites, à 5 pétales, s'épanouissent ainsi loin, très loin des mâchoires tapies en bas. Un insecte qui vient butiner une fleur perchée sur sa haute tige n'a guère de raison de descendre jusqu'au piège du sol. La distance sépare le lieu de la séduction du lieu de la mise à mort. Le pollinisateur travaille en hauteur, la proie est capturée en bas. Mais la séparation ne se limite pas à l'espace. Les observations ont révélé quelque chose de plus fin encore. Les insectes qui pollinisent la Dionée et ceux qu'elle capture ne sont en grande partie pas les mêmes. Les pollinisateurs sont surtout des créatures volantes, certains insectes ailés qui montent jusqu'aux fleurs. Les proies, elles, sont principalement des bestioles qui marchent, des fourmis, des araignées, des insectes rampants qui explorent le sol et tombent dans les pièges bas. La plante mange donc les marcheurs et se fait féconder par les voleurs. Elle a séparé ces deux mondes, celui des alliés et celui des victimes, si bien qu'elle n'a presque aucune chance de dévorer ceux dont elle a besoin. C'est une distinction d'une finesse remarquable, qui règle sans heurts une contradiction qui semblait insoluble. Rassemblons ces trois paradoxes, car ils dessinent le vrai visage de notre héroïne. Une plante qui doit mourir chaque hiver pour vivre longtemps, une chasseuse redoutable qu'un peu d'eau ordinaire suffit à tuer, une carnivore qui ménage soigneusement les insectes dont elle a besoin, tout en dévorant les autres. Ce que révèlent ces trois traits,
C'est un être d'une subtilité extrême, capable de distinctions que l'on croirait réservées aux animaux dotés d'un cerveau. Distinguer la bonne saison de la mauvaise, distinguer l'eau pure de l'eau chargée, distinguer l'allié de la proie, le vivant du non-vivant, la victime qui vaut le repas de celle qu'il faut relâcher. À chaque étape de son existence, la Dionée trie, sépare, décide. Et nous voici ramenés, une fois encore, à la question qui traverse ce film depuis la première image. Toutes ces décisions, cette plante les prend sans cerveau, sans nerfs, sans le moindre organe où logerait une volonté. Comment un être dépourvu de système nerveux peut-il distinguer, mesurer, choisir avec une telle précision? Nous avons longtemps tourné autour de cette énigme, l'approchant de plus en plus près. Le moment est venu d'y répondre pour de bon. La réponse existe. Elle a été traquée par les chercheurs à l'aide d'instruments capables de rendre visible l'invisible, et elle tient dans deux choses que l'on n'associe jamais à une plante: de brefs éclairs électriques et la lueur soudaine d'un métal qui s'allume au cœur des cellules vivantes. Il y a plus de 150 ans, dans une maison de la campagne anglaise, un homme âgé se penche avec passion sur un petit pot où pousse une plante minuscule au piège rouge. Il touche délicatement les filaments avec un crin, un cheveu, un fragment de viande, et il note tout, patiemment, avec l'obstination d'un enfant émerveillé. Cet homme est l'un des plus grands savants que l'humanité ait connu, celui qui a bouleversé notre compréhension du vivant. Et pourtant, devant cette plante de tourbière, il s'émerveille comme un débutant. Il écrira qu'elle est l'une des plantes les plus admirables du monde. Depuis, la Dionée n'a cessé de fasciner les hommes, de les émerveiller autant que de nourrir leurs fantasmes les plus délirants. L'histoire de notre héroïne et de l'humanité est faite de ce mélange curieux. D'un côté l'admiration des savants, de l'autre une légende monstrueuse qui n'a presque rien à voir avec la plante réelle. Commençons par son nom, car il porte déjà toute cette ambiguïté. Les Européens qui l'ont baptisé lui ont donné le nom d'une déesse, la divinité de l'amour et de la beauté. Pourquoi la beauté pour un piège mortel? Parce que ce piège, précisément, séduit avant de tuer. Sa couleur vive, son nectar, son allure attirante en font une beauté trompeuse, une splendeur fatale, qui attire la victime pour mieux la perdre. Le nom savant de la plante évoque, lui, une figure mythologique, apparentée à cette même déesse, mère de la beauté. Et le second terme de son nom scientifique signifie tout simplement piège à souris ou attrape-mouche. Ainsi se mêlent dans son nom la mythologie, la beauté et la nature carnassière, la déesse et la ratière. Ce nom de piège à mouche est d'ailleurs trompeur sur un point. Contrairement à ce qu'il suggère, les mouches ne constituent qu'une faible part du menu de la plante. Les études des Dionées sauvages ont montré que l'essentiel de leur proie se compose de bestioles rampantes. Les fourmis, en particulier, forment une part considérable des captures, accompagnées d'araignées, de coléoptères et d'autres insectes qui marchent au sol. Les créatures volantes, y compris les mouches proprement dites, se font prendre bien plus rarement, car les pièges sont posés bas, à ras de terre, là où les marcheurs les atteignent plus facilement que les voleurs. Un nom plus juste eût été quelque chose comme attrape-fourmi, mais c'est l'attrape-mouche qui est resté, et l'histoire a figé cette petite inexactitude. Autour de cette plante s'est constitué au fil du temps un fatras de croyances qu'il faut prendre le temps de dissiper, car elle déforme complètement sa nature. La première, la plus tenace, veut que la Dionée soit dangereuse pour l'homme ou pour les animaux domestiques. C'est une pure fantaisie. Ces pièges mesurent quelques centimètres à peine. Ils sont taillés pour des insectes. Un doigt humain glissé dans un piège ne ressentirait tout au plus qu'un léger chatouillement, lorsque les lobes se referment mollement, sans laisser la moindre marque. Cette plante ne peut faire de mal à rien de plus gros qu'une petite bête. La deuxième croyance est plus dangereuse, car elle tue les plantes de ceux qui la partagent. Elle veut qu'il faille nourrir la Dionée de viande, comme on nourrirait un fauve. C'est une erreur funeste. La viande, le fromage, la charcuterie, toute nourriture humaine à base de graisse et de protéines animales que la plante ne rencontre jamais dans la nature, provoque la pourriture du piège et sa mort. Nous l'avons vu, la Dionée tire son énergie du soleil et n'a besoin des insectes que comme d'un engrais d'appoint. Un bon éclairage lui suffit amplement. Elle peut vivre sans qu'on lui donne le moindre insecte.
Vouloir la gaver de chair, c'est la conduire à sa perte en croyant bien faire. Une troisième croyance confond le renouvellement naturel avec l'agonie. Lorsqu'un piège noircit, beaucoup s'affolent et croient la plante mourante. Or, le noircissement d'un piège isolé est un phénomène parfaitement normal. Les vieux pièges brunissent, meurent et sont remplacés par de nouveaux, dans un cycle continu. C'est le fonctionnement ordinaire d'un organisme sain, non un signe de mort. Il en va de même pour cette dormance hivernale que nous avons évoquée, si souvent prise à tort pour un décès. Il y a enfin une dernière croyance, plus perverse, qui pousse les curieux à jouer avec la plante. Beaucoup s'amusent à titiller les pièges pour les voir claquer, persuadés qu'ils stimulent ainsi la plante ou qu'ils la font mieux pousser. C'est l'inverse. Chaque fermeture à vide épuise le piège, gaspille une part de son capital si strictement compté, et raccourcit sa vie. Taquiner une Dionée, c'est l'affaiblir pour le plaisir d'un spectacle. Débarrassée de ces légendes, la plante réelle apparaît telle qu'elle est, une petite merveille inoffensive, exigeante, fragile. Et c'est peut-être ce contraste entre la modestie de la plante véritable et la démesure de sa réputation qui explique la place immense qu'elle occupe dans l'imaginaire. Car aucune plante, sans doute, n'a autant nourri les fantasmes. L'image de la plante carnivore, géante, dévorant des êtres vivants, hante d'innombrables récits, films et histoires fantastiques. Ces monstres verts imaginaires sont, presque tous, des Dionées agrandis 1000 fois, dotés d'un appétit et d'une taille que la vraie plante n'aura jamais. Le petit piège de Tourbière a engendré une famille entière de monstres de fiction. Sa capacité bien réelle à bouger et à digérer des animaux a suffi à en faire, dans l'esprit du public, l'incarnation même de la plante prédateur. Cette célébrité a fait de la Dionée l'une des plantes les plus reconnaissables du monde, connue même de ceux qui ne l'ont jamais vue de leurs yeux. Elle est devenue la plante carnivore par excellence, celle par laquelle débutent la plupart des amateurs, l'ambassadrice de tout un pan méconnu du règne végétal. Mais cette gloire mondiale dissimule une réalité bien plus sombre, et voici le paradoxe le plus cruel de toute son histoire. Cette plante que l'on cultive par millions dans les serres et sur les rebords de fenêtres du monde entier est, dans la nature, au bord de la disparition. Célèbre partout, elle ne pousse à l'état sauvage que sur une infime bande de terre, un minuscule territoire qui ne cesse de rétrécir. La plante la plus connue des chasseresses végétales est en train de s'éteindre, la même où elle est née. Et le remède à cette disparition tient dans une chose que les hommes redoutent entre toutes, qu'ils s'acharnent partout à combattre et à éteindre: le feu. Dans un laboratoire, une Dionée d'un genre particulier est posée sous un microscope. Elle a été rendue capable d'une chose extraordinaire. Ses cellules s'illuminent lorsqu'un certain élément s'y concentre. Un chercheur effleure l'un de ses filaments sensibles. Aussitôt, sur l'écran, une vague de lumière naît au point de contact et se propage à travers tout le piège, comme une ombre lumineuse courant sur une feuille. Elle brille, puis s'éteint doucement. Le savant attend. Puis il touche un second filament. Une nouvelle vague de lumière jaillit, se superpose à la précédente qui n'a pas encore tout à fait disparu, et cette fois, l'éclat franchit un seuil. À cet instant précis, le piège claque. Pour la première fois, des yeux humains viennent de voir, en direct, le souvenir d'une plante s'allumer, persister, puis se combiner à un second signal pour déclencher la mise à mort. Nous voici arrivés au cœur de l'énigme qui traverse ce film depuis sa toute première image. Comment un être sans cerveau, sans nerfs, sans muscles, peut-il compter, se souvenir, mesurer le temps et décider de tuer ou de laisser filer? La réponse, longtemps insaisissable, tient dans ce que ce microscope vient de révéler. Elle repose sur deux phénomènes que l'on croyait réservés au monde animal: des signaux électriques et des vagues d'un élément lumineux qui sert d'horloge à la mémoire. Commençons par l'électricité. Lorsqu'un insecte fléchit l'un des filaments sensibles au-delà d'un certain angle, il déclenche à la base de ce poil un phénomène remarquable, une brève décharge électrique. Les savants lui donnent un nom qui, d'ordinaire, appartient au vocabulaire de la biologie animale. C'est un potentiel d'action, exactement le type de signal qui parcourt les nerfs des animaux et jusqu'au nôtre.
Cette impulsion électrique naît au point de contact et se propage à toute vitesse sur la surface entière du piège. La dionée, plante sans système nerveux, produit donc des signaux de nature électrique semblables à ceux de nos propres nerfs. Voilà le premier élément de la réponse. Le contact d'un insecte est traduit, instantanément, en un langage électrique qui traverse la feuille. Mais un seul de ces éclairs électriques ne suffit pas à refermer le piège. Et c'est ici qu'intervient le second phénomène, celui que le microscope a rendu visible. Chaque impulsion électrique s'accompagne d'une vague chimique. Un certain élément, présent dans les cellules, y voit sa concentration s'élever brusquement au passage du signal. C'est cet élément qui s'illumine sur l'écran du laboratoire. Un premier contact provoque une première montée de sa concentration, mais cette montée reste insuffisante, en deçà du seuil qui commanderait la fermeture. Le piège ne bouge pas. La vague de concentration commence alors, lentement, à refluer. Et voici le mécanisme de la mémoire, enfin dévoilé dans toute sa simplicité. Si un second contact survient rapidement, tandis que la concentration du premier signal n'a pas encore eu le temps de retomber, les deux vagues s'additionnent. Ensemble, elles franchissent le seuil critique. Ce dépassement déclenche la fermeture. Mais si le second contact tarde trop, la première vague a reflué entièrement, la concentration est redescendue à son niveau de repos, et le second signal doit tout recommencer de zéro. Le premier contact est effacé. Voilà pourquoi la plante ne se referme que sur deux contacts rapprochés dans le temps, et pourquoi son souvenir s'efface au bout d'une trentaine de secondes. Ce souvenir n'est rien d'autre que la persistance temporaire de cette concentration élevée. La mémoire de la dionée est une horloge chimique, une trace qui monte puis s'efface, mesurant le temps par la vitesse à laquelle elle reflue. Tout s'éclaire alors. Ce que nous appelions comptage n'est qu'une addition de vagues. Ce que nous appelions mémoire n'est que la lente décrue de cette concentration. Ce que nous appelions minuteur n'est que le temps qu'il faut à cette vague pour refluer. Et le comptage au-delà de deux, ce total qui déclenche le scellement puis dose les sucs digestifs, obéit au même principe. Chaque contact ajoute sa vague, et l'accumulation de ces signaux, relayés par des messagers chimiques, commande les étapes suivantes de la chasse. Il n'y a nul cerveau, nulle volonté, nulle pensée. Il y a une cascade de signaux électriques et chimiques, d'une précision d'horloger, qui produit, sans le moindre organe de décision, ce qui ressemble à s'y méprendre à une décision. C'est peut-être là la leçon la plus profonde de notre héroïne. Elle démontre qu'un comportement complexe, un comptage, une mémoire, un choix, n'exige pas forcément un cerveau. La vie a trouvé, dans une feuille de marais, une toute autre voie pour parvenir au même résultat. Les chercheurs l'ont confirmé de façon spectaculaire en découvrant des dionées incapables de compter. Chez ces plantes défaillantes, les signaux électriques naissent encore, mais la cascade chimique ne se met plus en place correctement, et le piège reste ouvert, inerte, ayant perdu son arithmétique. La preuve, par le défaut, que tout repose bien sur cet enchaînement d'électricité et de chimie. Ainsi se referme la grande énigme du film. Cette plante sans cerveau sait compter, se souvenir et décider, parce qu'elle a fait de ses cellules un réseau de signaux, un langage d'éclairs et de vagues qui accomplit autrement ce que nos nerfs accomplissent en nous. Reste à savoir ce qu'il adviendra de cette merveille. Car nous l'avons vu, la dionée est célèbre partout et pourtant menacée chez elle. À l'état sauvage, elle ne pousse que sur une étroite bande de terre le long de la côte de deux régions américaines. Un territoire minuscule, un rayon d'à peine plus de 100 km autour d'une seule ville. Presque toutes les dionées sauvages du monde piennent dans cet espace grand comme un mouchoir de poche. Et ce territoire rétrécit, rongé par l'assèchement des marais, l'urbanisation et l'agriculture. À cette pression s'ajoute un facteur inattendu, celui que nous avons entrevu, le feu. La dionée a besoin des incendies naturels. Le feu, en balayant les hautes herbes et les buissons qui la domineraient et lui voleraient sa lumière, dégage le sol et lui rend le soleil dont elle dépend. Là où les incendies passent régulièrement, elle prospère. Là où l'homme les supprime, la végétation haute l'étouffe peu à peu sous son ombre. La question de savoir comment gérer ces feux, entre protection des populations et préservation des milieux, fait l'objet de sensibilités différentes, et il n'appartient pas à ce récit de trancher. À cela s'ajoute le braconnage.
Des dionnées sauvages sont arrachés en masse pour un commerce illégal, au point que certaines régions ont instauré de lourdes sanctions pour tenter d'enrayer le pillage. Voilà le dernier paradoxe de notre héroïne, et le plus émouvant. La plus reconnaissable des plantes carnivores, cultivée par millions, célèbre jusque dans les récits fantastiques, demeure dans la nature un être rare et fragile, suspendu à un lambeau de marais et à la clémence des flammes. En elle se rejoignent les deux visages du vivant que ce film a suivis d'un bout à l'autre. La puissance et la vulnérabilité. La chasseresse foudroyante et la petite plante qu'un verre d'eau ordinaire suffit à tuer. Une merveille qui compte sans cerveau, tue sans main et se souvient sans mémoire, et qui pourtant a besoin de notre attention pour continuer d'exister. Merci d'avoir suivi cette plongée jusqu'au bout, à la rencontre de l'une des plus étonnantes inventions du vivant. Si ce voyage vous a émerveillé autant que moi, laissez un pouce levé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt dans un nouveau monde à découvrir.